Coucou! Après un mois passé en compagnie du Xiaomi 11T et de son superchargeur, il est désormais possible d'en tirer un premier bilan. Au déballage, on pourra avoir une petite déception puisque finalement on n'a pas grand chose. On a une coque souple fournie avec, donc ça c'est toujours pratique, hein. On a le superchargeur de 67 watts, le smartphone avec une coque plastique, hein. Et puis c'est tout. Moi j'avais pas d'écouteurs puisque je suis en Roumanie, donc j'avais pas cette petite option. Et surtout, on n'a pas d'adaptateur pour l'USB-C jack, puisqu'on n'a qu'une prise USB-C, pas de prise jack, et on n'a également pas de slot pour une micro SD, on a uniquement de quoi mettre la carte SIM, et c'est tout. La seconde défaut, c'est vraiment pas fait exprès, mais j'enchaîne, hein. Il me demande mon code PIN, pourquoi? Parce qu'en le manipulant avec les doigts, là, en le tournant et tout, et j'ai plusieurs fois touché le capteur d'empreinte qui est juste ici, qui est bien pratique et qui est assez sensible. Mais comme j'ai paramétré que 2 doigts avec, souvent je le prends, alors je vais toucher le pouce ou je vais toucher un bout de doigt et je vais sentir le retour haptique, hein, il va se mettre à vibrer pour me dire que le code est mauvais, enfin, l'empreinte en l'occurrence, et au bout d'un certain moment, il redemande de taper le code. Et du coup, l'empreinte, je suis pas du tout fan. Je préférais quand c'était soit derrière, situé ici, ou alors tout simplement sous le pouce, hein. Je trouve ça plus pratique que sur le côté, parce que finalement, on va le solliciter très très souvent sans le faire attention, en le prenant vraiment juste en le déplaçant et tout, et on va avoir tendance à poser son doigt, et ça va pas être le bout du doigt, mais plutôt ici, et donc là j'ai un retour comme quoi le code, enfin il démarre pas, et donc ça je le trouve déjà que c'est un point négatif. Bon, sinon il est réactif, hein, on pose son doigt, ça démarre, pas de souci. Venant d'un Xiaomi A2 Lite de 3 ans, je m'attendais vraiment à un effet waouh. Et ce n'était pas le cas ici, hein. Voilà, il était bien et tout, réactif, sans aucun souci, mais je m'attendais vraiment en 3 ans à avoir plus de différence. Alors maintenant que je m'y suis habitué, c'est quand je repasse à l'ancien où je me dis, ah oui, quand même, on voit la différence. Mais mine de rien, en première impression, c'était pas, je m'attendais à mieux. Après, grosse déception aussi au point de vue des applications, plutôt de l'espace de stockage, parce que c'est un 128 Go. Et quand je suis allé la première fois, le système il prenait à peu près autant. Il y a eu une mise à jour où il y a eu un peu plus encore, ça devait être 12,5 de départ, et autre qui était quasiment équivalent à ce qu'il est actuellement, c'est la surcouche de Xiaomi. Et au final, il ne me restait que 100 Go de libre sur 128 de départ. Donc, ouais, on perd quand même 30% d'espace de stockage comme ça, sans rien faire. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Surtout qu'on n'a pas comme je le disais, hein, de slot micro SD pour étendre cette mémoire. Et donc, ça va vite fuser, hein, surtout si on fait des enregistrements en 4K. L'espace de stockage va fondre. Il suffit d'avoir quelques applications gourmandes. Et c'est vite dommageable quand même, hein. Après, on va également continuer sur les points négatifs, hein, tant qu'on y est. C'est que l'écran, là, hop, il est bien fluide, hein. Moi, je trouve, franchement, il n'y a rien à dire, hein. On scrolle, c'est rapide. Et l'écran permet d'avoir du 120 Hz. Hop, ça se règle ici, voilà, là je suis en 60. Et je trouve que c'est bien fluide. Là, je vais le remettre en 120. On va voir que voilà, finalement c'est vraiment très très rapide, hein, et on gagne nettement en fluidité. Par contre, on va perdre aussi 20% d'autonomie environ. Donc, est-ce que ce petit surcroît de rapidité en vaut la peine? Moi, j'en suis pas sûr. Ça dépendra vraiment de son utilisation. Mais on nous le vend comme un 120 Hz, sauf que si on utilise cette fonction, on va perdre en autonomie, ce qui est le cas sur tous les smartphones, hein. C'est entre 20 et 30% d'autonomie en moins grosso modo. Donc voilà, donc si on
on n'est pas un adepte vraiment de scroller en continu ou du jeu vidéo, où on aura peut-être besoin de ce rafraîchissement plus rapide, moi je conseillerais, comme je le suis, de rester en 60, puisque du coup on va gagner en autonomie, donc ça dépendra vraiment de ses besoins. Et puis sinon on retrouve mode clair, mode sombre, on peut paramétrer des modes lecture, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont paramétrables. Ça, on retrouve les fonctions de Xiaomi assez classiques. Pour aller chercher les menus, c'est sur la droite, hein. Voilà, par exemple si on voulait chercher le mode couché qui met l'écran tout en gris, donc c'est plutôt sympa, hein, ça évite d'en prendre plein les yeux de temps en temps, donc ça j'aime bien. On n'est pas dérangé non plus dans ce mode-là. On a aussi le mode lecture par exemple, hein. Hop, toujours pratique pour enlever la lumière bleue. Et également, qu'est-ce qu'on va avoir, l'enregistreur par exemple, qui permettra, si on veut prendre des captures de vidéo pour le coup, hop, donc avec le son, hein, ça prend également le son, donc les 3 doigts pour la capture d'écran simple, et puis la vidéo qu'on va déclencher. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà un petit aperçu du rendu vidéo et sonore du mode d'enregistrement directement depuis le smartphone. Ici les notifications c'est sur la gauche, alors on est quand même pas mal sollicité, là on voit Mi qui m'interpelle, on a également le nettoyeur qui régulièrement nous interpelle pour faire un petit nettoyage. C'est un tout en un, parce que c'est aussi sécurité, enfin voilà. C'est bien, c'est pas bien, parce que du coup ça permet de maintenir son téléphone à jour, mais on est quand même assez sollicité. Même si évidemment on peut enlever pas mal de notifications. Quand il est endormi, on peut lui demander qu'il se réveille juste en le soulevant, et également en tapotant 2 fois dessus. Voilà, c'est des petits trucs pratiques. Pour évidemment l'appareil photo, même si on n'a pas déverrouillé, on peut y accéder. On peut également avoir accès à la torche facilement. Voilà, il y a des petits plus comme ça qui sont quand même pas mal. On peut personnaliser, là par exemple j'ai mis une bec. Donc il y a des petites choses sympathiques. Et d'autres moins. Par exemple, on a besoin d'un consentement sur absolument tout. J'ai voulu régler une alarme. Hop, Xiaomi demande l'utilisation de nos données. Hop, je me suis dit un petit coup de calculatrice. Idem. À la première utilisation de calculatrice, on est obligé de donner son consentement. Et en fait, toutes les applications, dès qu'on en ouvre une, hop, on doit donner son consentement à la première utilisation. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'avais pourtant un Xiaomi aussi. Il faisait pas ça, donc ça m'a surpris et je trouvais ça quelque peu désagréable. On peut noter aussi que le module photo dépasse quand même, hein, donc il faudra faire attention si on le pose brutalement sur une table, surtout s'il n'y a aucune protection quand on vient juste de l'avoir, de le déballer. On peut aussi noter qu'il est quand même assez lourd, hein, plus de 200 grammes, et si on fait des vlogs et qu'on tient un bout de bras, puisque la caméra stabilisée, c'est prévu pour, et au bout d'un moment, on va quand même fatiguer, hein. Le son est plutôt bon, hein. D'ailleurs, les images là viennent du smartphone, hein. C'est un de mes vlogs qui est en ligne. On dispose de 2 sorties, hein. Alors, on n'a pas la signature Harman Kardon comme sur le 11T Pro, mais on a quand même un son stéréo plutôt bon, bien équilibré, par contre pas forcément très puissant comme on peut le voir. En vidéo YouTube, on pourra choisir soit de garder le format d'origine, soit de cropper un peu le cadre, et ça fait un peu effet zoom pour avoir l'écran en entier. Donc là pareil, on va retourner sur un de mes vlogs. Donc là on voit bien que on n'a pas tout l'écran, donc on va faire avec ses 2 doigts, voilà. Donc là ça occupe tout l'écran, mais on voit qu'on perd par contre un peu
perd un peu d'image. Hein. Après, chacun décide de ce qu'il préfère, hein, soit d'avoir le format d'origine, soit d'avoir tout l'écran. Moi j'aime bien comme ça, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un grand écran et de pouvoir en profiter entièrement. Du point de vue du jeu, bon, je suis pas un hardcore gamer. Hein. Là par exemple sur Mario Kart, on voit qu'il arrive très rapidement, surtout par rapport à mon ancien smartphone. Là par contre, je vois une nette différence. C'est vraiment propre. Tout arrive rapidement, c'est super fluide. On voit qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'attente. Hein. Et puis l'écran là, vraiment, c'est vraiment super. C'est beau. C'est très fluide. Alors par contre, il y a quelques youtubeurs qui ont poussé un peu le smartphone dans ces derniers retranchements et ils sont arrivés quand même. Hein. Il va falloir mettre les graphismes en modéré dans des jeux beaucoup plus gourmands, puisqu'on a, contrairement au 11T Pro qui a un Snapdragon 888, là on est sur un processeur Mediatek moins puissant, hein, moins véloce, et on trouvera quelques limites dans les jeux les plus gourmands. Par contre, pour la plupart des jeux, on va dire, comme ici, là, ça passe vraiment tranquillement et c'est vraiment rapide à charger et agréable à utiliser. On ne va pas se leurrer, si on opte pour le 11T ou le 11T Pro d'ailleurs, hein, c'est pour son module photo, hein, c'est d'ailleurs Xiaomi qui le met bien en avant. Donc on va le lancer. Donc là, en mode photo, on va pouvoir choisir le fameux 108 mégapixels avec une très haute définition. On a également plein d'options dans les vidéos. Hein. Hop, ça va jouer ici, donc le 720, le 1080 en 60 images par seconde, la 4K. On aura de la 8 sur le 11T Pro, ça va être une des petites différences. On va pouvoir opter pour un cadre vidéo, on le voit en arrière-plan. Hop, voilà. On a également la possibilité d'avoir un super macro très facilement. La grille, on peut choisir une grille en spirale ou une grille plus classique, hein, comme ici. Là, c'est la grille classique. Hein. On va pouvoir suivre un objet en mouvement. On a la caméra intelligente qui va détecter l'arrière-plan. Donc s'il y a de la neige, on aura un petit icône neige. S'il fait nuit, on aura un petit icône nuit. Si on zoome sur un smartphone ou un laptop, on aura un petit icône comme quoi c'est un objet numérique. Découvert, par exemple, il va repérer aussi. Le zoom audio, lui, il va se focaliser sur le premier objet ou la personne directement en premier plan. Donc, si on passe derrière la caméra, par exemple, il va axer sur notre voix, et si on a des bruits d'oiseaux ou des bruits, par exemple, d'un torrent derrière soi, ben on l'entendra moins, on entendra plus la voix. Et de la même façon, si on fait un zoom pour aller chercher, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'oiseau dans l'arbre, et ben on entendra au fur et à mesure où on va zoomer, on entendra mieux le cri de l'oiseau. Par contre, on va perdre en définition vidéo, puisque c'est un zoom uniquement numérique. Donc au-delà de 2, c'est plus exploitable. Franchement, c'est très dégradé, même si on peut pousser jusqu'à 10, ça en devient ridicule, sauf par exemple si on veut prendre uniquement le son, se servir du son, donc là ça aura peut-être une petite pertinence. Ça me fait penser que là je zoome en arrière, si on prend le mode justement ultra grand angle pour filmer, le résultat n'est pas bon non plus. Et on va voir tout à l'heure maintenant pas mal de petites options vidéo bien sympas. En fait, on va repasser d'office en 1080p et 30 images par seconde. On pourra aussi noter pour les puristes de la 4K que c'est uniquement en 30 images par seconde et non pas en 24 ou 25. Alors certains qui aiment justement la version un peu plus cinéma pour donner un ton plus cinématographique à leur film, et ben ça sera une petite déception de ne voir que de 30 images par seconde, et c'est également le cas sur le 11T Pro si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà pour les options. On a également dans les paramètres d'autres options comme la stabilisation d'image. Alors franchement elle est très bonne.
Mais pareil, les puristes ils voudront plus prendre une gimbal pour avoir un résultat vraiment parfait, même si je la trouve déjà très bonne comme ça. On a également l'encodage vidéo où, pareil, hein, quand on est vraiment en pro, on s'orientera plus vers le 265. C'est le 264 mis par défaut, moi je l'ai laissé. On peut également déclencher les photos ou la vidéo via les boutons son, et ça c'est vraiment très pratique parce que moi j'utilise par exemple en hiver avec des gants, et même s'ils sont tactiles, eh ben, on perd vraiment en sensibilité, et donc d'avoir là le déclenchement, en plus on a 2 secondes pour nous donner un peu de temps pour cadrer, donc c'est bien, on appuie, hop, on cadre et ça démarre, donc ça c'est bien. On va également avoir une autre option. Hop, je retourne paramètres. C'était où? C'était en audio, puisqu'on va pouvoir mettre la réduction intelligente du bruit pour limiter par exemple l'impact du vent. Moi je la mets par défaut. Alors la sensibilité ne sera pas aussi énorme que ça, mais voilà, il y a un petit plus, on va dire, ça révolutionne pas. S'il y a du vent, on l'entendra, hein, mais un tout petit peu moins. Fort logiquement, on va retrouver un mode pro qui va nous permettre de choisir par exemple là facilement le grand angle ou la macro, également les ISO, hein, la lumière aussi par exemple, ou bien encore le focus. Alors ça peut être pratique, on s'en sert quand même assez facilement. Par exemple là je voulais faire une photo d'un bourgeon et il voulait vraiment faire la focale sur l'arrière-plan et non pas sur le bourgeon. Et donc j'ai pu, grâce à ce mode-là, faire la photo que je voulais avec l'arrière-plan que je voulais. Donc ça, très pratique et indispensable. De même, si on veut faire une vidéo et bloquer la luminosité, s'il y a par exemple beaucoup de changements de nuages et tout, là pareil, on va passer par le mode pro, c'est toujours pratique. En mode photo, on va avoir le choix de pas mal de petits filtres, hein, pour changer la couleur. On va également pouvoir lisser ses arrière-plans, par exemple avec le mode beauté là, ça permet de lisser les visages. Si on bascule la caméra vers moi, hein, et bien de la même façon, je vais pouvoir changer pas mal de petites choses, et on va également avoir des filtres, hein. On a vraiment tout un tas de filtres, il faut tester en fonction de ce qu'on veut. Et on a également évidemment un mode portrait avec le fameux effet bokeh. Je ne sais pas si ça va être très clair, mais en arrière-plan on peut plus ou moins avoir un arrière-plan. Là on voit que l'étagère est vraiment dégradée, alors que là on la voit beaucoup mieux. Donc voilà, le fameux effet bokeh, hein, ça marche bien, ça fait bien le taf en mode photo. Si l'appareil a pas mal de filtres déjà intégrés au moment de la prise de photo, on peut aussi après, une fois que la photo a été prise, revenir dessus. Là par exemple, j'ai un beau ciel bleu, alors qu'en fait pas du tout, ça c'est ma photo d'origine. On a comme ça des modes qui permettent d'embellir les photos en changeant le ciel. On a vraiment plein de possibilités, hein. Voilà, pas tout faire non plus. Voilà, enfin bon, c'est plus trop une photo, là, ça devient une vidéo. Mais voilà, donc ça, on a des petites choses comme ça sympathiques. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'une vidéo d'une minute, ça prend à peu près 150 mégas. Et en 4K, ça prend 350 mégas. Alors, ça variera en fonction évidemment des sujets filmés, de ce qu'on fait. Mais voilà, on a embellir là, tout simplement, qui va un peu éclaircir la photo. On peut évidemment rogner, faire exactement ce qu'on veut, hein, changer. Voilà, on a vraiment des possibilités. Soit on fait ce qu'on veut directement, soit on choisit ce qui est prédéfini. Les filtres, alors là on en a une palanquée aussi. On va pas tous les faire, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des modes portrait, il y a des modes nourriture, nuit.
et du mode noir et blanc. Hop, noir et blanc, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc le mode ciel justement qu'on vient de faire. Mode effacé qui sera pas très pertinent en théorie, on peut enlever des éléments du décor, sauf que ça clone une partie de la photo, donc ça sera dégradé. On a également la possibilité de mettre des autocollants, de choisir normalement, voilà, on peut le réduire, et hop, on a un autocollant. On peut dessiner ce qu'on veut avec les couleurs qu'on veut. On va également pouvoir poser du texte avec des bulles, encore un large choix. On va pouvoir recadrer la photo. On va également pouvoir mettre des mosaïques. Par exemple, si je veux mettre plein de petits cœurs, on peut faire plus gros si on veut, ou au contraire plus discret. Enfin voilà, là c'est pour la partie une fois que la photo a été prise. Donc là encore pas mal de petites possibilités, vraiment en quelques clics on peut vraiment changer sa photo. Le plus spectaculaire étant évidemment le ciel, hein, qui vraiment change quand même. En plus on peut voir que tout est modifié, il n'y a pas que le ciel, hein. Forcément le sol aussi, sinon ça ferait pas très réaliste. Donc tout suit avec, et là c'est vraiment sans forcer, on a un très beau résultat. Seule limitation de ce mode-là, il faut que ça soit vraiment bien dégagé, parce que là, on voit qu'il n'arrive pas à cerner. Il y a trop peu de différence entre le sol et le ciel. En plus, il y a les arbres là qui sont aussi blancs. Donc là, c'est trop lui en demander. Et dans certaines photos, il marque carrément impossible de détecter le ciel. Là, c'est pas le cas. Donc il va quand même proposer d'essayer de faire quelque chose, mais sur l'ensemble de la photo. Donc là, ça ne sera pas pertinent. Et donc quand même, voilà, on voit quelques petites limitations à ce mode-là, ce qui est un peu logique. On arrive aux fonctions gadget, mais qui peuvent être très pratiques. Hop, on va déclencher sur le côté, par exemple, le mode vlog que j'adore. Il va avoir plein de petits modes différents, et on a à chaque fois quand on clique dessus, on a le nombre de segments et la durée, et on a la musique intégrée. Alors, on va faire un exemple très vite. Le dernier, par exemple, c'est en 4, je sais, voilà, 4 segments, 16 secondes. On appuie sur le bas et on va prendre son plan. On peut le visualiser en dessous. Si il nous plaît, on le garde, sinon on l'efface. Et après, on enchaîne sur le second plan. Le troisième. Pareil, on peut toujours visualiser, ça nous plaît, on garde, on efface. Et je sais pas, le dernier. Voilà. Donc là, c'est bon, on peut visualiser le rendu. Ah non, ça c'est le dernier. Donc là, c'est là, on va visualiser maintenant le résultat final. Et voilà, il suffit de faire ça, c'est validé. Donc très pratique, ça va venir ici, et voilà, on l'a. Voilà, donc on peut le faire que en mode, par contre, paysage. Le mode vlog est vraiment très pratique, hein. Avec le nombre de segments, on sait le temps que ça va durer, la petite musique intégrée. Et ben, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que certaines musiques n'étaient pas libres de droit. Et je me suis fait, non pas striker, hein, par YouTube, mais j'ai eu un avertissement comme quoi mes vidéos n'étaient plus monétisées à cause justement de ces musiques non libres de droit. Donc je trouve ça super d'avoir plein de petits clips. D'ailleurs, je coupe le son pour ne pas avoir ce problème-là. Mais j'ai déjà repéré 2 vidéos au moins qui posaient problème. Donc je trouve ça dommage. Et à noter aussi qu'on passe en 1080p. On ne peut pas filmer en une meilleure qualité dans ce mode-là. Pour changer de mode, il faudra appuyer sur la croix et rechercher ce qu'on voudra.
Alors il y a plusieurs choses comme le mode ralenti, hein, le mode slow motion évidemment, qu'on pourra là aussi paramétrer et puis jouer avec une fois que la vidéo aura été enregistrée. On a également l'inverse, hein, classiquement l'effet accéléré où on pourra choisir, c'est ici la vitesse, hein, et la durée également. On a également d'autres modes qui sont par exemple le mode clone qui permettra de faire des petits effets vidéo. Alors on a à chaque fois l'effet que ça donne. On a un exemple. Donc là, voilà, donc on peut s'entraîner comme ça à faire des petites choses assez sympathiques. Il y en a d'autres où je ne suis pas arrivé à les faire, par exemple les effets vidéo, là, le temps de figer. Ça, j'ai pas encore, je maîtrise pas encore ce petit effet. Mais voilà, on a des possibilités quand même qui sont offertes avec le smartphone, qui sont pas mal. Et évidemment, ce mode-là hein, que j'aime bien, où on va pouvoir placer la petite caméra, choisir ce qu'on veut, et après on place où on veut. Donc ça j'aime bien. Ça vraiment, c'est un mode, mais pareil, hein, toujours en 1080p. Hein. On a aussi un mode panorama classique pour la photo. Des modes vidéo courte, alors ça je n'ai pas trop utilisé, mais on peut pareil faire un peu de slow motion ou de l'hyperlapse. Et on a également plein de filtres sur des couleurs et un kaléidoscope. Voilà, donc ça c'est pour des vidéos plutôt courtes, 15 secondes ou un peu moins si on fait des hyperlapses ou des choses comme ça. Donc à fouiller, ça par contre je n'ai pas encore trop utilisé. Hop, donc ça c'est vidéo courte. On a également exposition longue. Là je ne me suis pas trop occupé non plus encore, puisque classiquement pour les expositions longues, il faut un trépied, il faut prendre son temps, il faut se poser. Et s'il y a des moindres tremblements, ça ne sera pas terrible. Donc ça, j'ai pas trop fait non plus. Document pour pouvoir, à la place d'un scan, voilà, on aura un rendu quand même plutôt propre. Un point rapide sur l'autonomie, hein, car c'est quand même sa force. Mais justement, je n'étais pas impressionné par rapport à mon Xiaomi A2 Lite, qui a pourtant 3 ans. Et les deux tiennent à peu près pareil. Hein. Ça me paraît assez incroyable. On a pourtant une batterie ici de 5000 mAh, mais comme l'écran est beaucoup plus lumineux, la dalle est plus grande, finalement on ne va pas gagner énormément. Alors on tiendra 2 jours, 1 jour et demi vraiment si on l'utilise en intensif, mais je m'attendais honnêtement à mieux. Par contre l'avantage qu'il a, c'est qu'il aura une charge super rapide. Moi j'ai fait un 3% à 100% en 40 minutes. Et en 15 minutes, j'avais déjà récupéré 50%, 54% même, et 80% en 25 minutes. Là, par exemple, j'étais passé sous les 20%. J'ai déchargé le smartphone avec lequel je filme et je l'ai mis à charger pendant 5 minutes et j'ai pris 20% en 5 minutes. Donc c'est très bien. Et par rapport au 11T Pro, le 11T Pro est 2 fois plus rapide, mais est-ce que ça a vraiment une pertinence ? D'autant plus qu'on ne sait pas quel est l'impact sur les batteries, on n'a pas du tout de recul. Déjà là c'est une charge très rapide. Alors est-ce que ça vaut le coup d'avoir une charge encore plus rapide ? Franchement moi je pense pas. Hein. Il y a plusieurs jours où je voulais partir faire un tournage en extérieur. Le smartphone n'était pas chargé, le temps de me préparer, une vingtaine de minutes, et on a déjà récupéré 65% de son smartphone. Donc même si on part de zéro, on part avec 65%. On sait qu'on tiendra la journée. Donc voilà. Et justement, au point de vue de mes tournages, moi je fais pas mal de petites vidéos, je fais le mode vlog et tout. Et une matinée de tournage, je perds à peu près 40% d'autonomie. Donc voilà, ça prend quand même une claque. Hein. Faut pas s'attendre non plus à tenir une semaine avec le smartphone, mais bon, ça c'est un peu normal. Il est l'heure de conclure et je vais faire un peu d'autopromotion avec des images issues de ma chaîne YouTube.
Donc c'est vraiment le smartphone de la discorde, hein. J'ai vu que pas mal de youtubeurs dissertaient sur la pertinence de ce smartphone, surtout que le 12 allait sortir peu de temps après. Il est d'ailleurs maintenant sorti en Chine en début janvier 2022. Et également entre la version T et Pro, certains jugeant que la Pro était la seule légitime, d'autres au contraire que la Pro n'avait pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, il y a quelques débats là, sur ce sujet. Moi j'ai plutôt opté pour la version T, je trouvais que la Pro justement n'avait pas beaucoup de pertinence, si ce n'est la charge rapide, mais ça m'intéresse, enfin super rapide, ça ne m'intéressait pas vu qu'il y avait déjà ici la charge rapide. Et le chargeur aussi est beaucoup moins gros apparemment, il y a des problèmes, il y a du mal à passer dans une multiprise, enfin, en tout cas on ne peut pas mettre d'autres objets à côté, alors que là celui-là si, donc c'est un point positif également. Et puis je trouve pratique de pouvoir le dégainer un peu partout, de faire ses vidéos, de ne pas avoir de gimbal avec soi. Donc pour mon usage, là, pour ma chaîne YouTube, je trouve que ça donne un plus, hein, surtout que mon A2 Lite était vraiment vieillissant et que les images et le rendu n'étaient pas terribles. Là, je peux bien paramétrer ce que je veux. Le son est bon, hein. Je vais vous orienter vers un de mes vlogs pour vous donner vraiment une idée réelle du résultat. Et voilà, on peut se passer à la fois de micro, je trouve, et également de gimbal. Donc ça, c'est un gros plus pour moi. Je voyage léger, je dégaine mon smartphone quand je veux, hein, je le sors de mon blouson, je filme, et c'est déjà, voilà, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Après, le rendu, il sera évidemment moins bon qu'une caméra vraiment professionnelle avec un son, enfin, avec un micro à côté. Mais voilà. Alors après, chacun fait avec son budget. Moi, mon budget était quand même restreint. C'est un gros investissement pour moi à 450 €. Donc, j'ai pas voulu m'orienter vers le 256 qui était 50 € plus cher, ni vers la version Pro où on tapait dans les 550-600 €. Donc, pour moi, 450 €, je trouve que c'est un bon équilibre. On en a pour son argent et on peut faire quand même de très belles vidéos avec cette petite option vlog bien pratique, même si les musiques qui ne sont pas toutes libres de droit vont m'handicaper. Et maintenant, je suis obligé de retirer les musiques et de mettre une bonne son à côté. Mais voilà, je trouve quand même que c'est pratique. Et par contre, Xiaomi nous présentait ce smartphone comme la révolution et capable de transformer n'importe quel vidéaste amateur en professionnel. Bon, la réalité est quand même tout autre. Sachant qu'en plus, il y a plein de modes où on sera qu'en 1080p, c'est quand même une limitation de ce point de vue-là. Enfin, en tout cas, voilà, on peut voir les angles vraiment très bons. Il y a vraiment peu de choses quand même négatives à dire dans l'ensemble, et même si j'ai trouvé quand même pas mal de petits points qui ne sont pas bons, mais un smartphone ne peut être parfait, sinon on n'aurait pas envie d'en changer, et ça les constructeurs l'ont bien compris. En tout cas, moi, je valide et pour 450 €, c'est vraiment un bon coup. Donc, il va de toute façon ne faire que baisser. Donc, si certains sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. Pour toute question, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Moi, je vous dis merci et à bientôt. Bye bye.